On m'a laissé sortir de l'hôpital un jour plus tôt et quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé ma sœur portant mes vêtements et mes parents en train de se partager mes biens. Je suis parti sans dire un mot, j'ai bloqué toutes les cartes et changé les serrures. Mais alors, quelque chose que personne n'attendait est arrivé. Les 99 appels manqués de toute ma famille. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une merveilleuse journée où que tu sois. J'aimerais beaucoup que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le silence à l'intérieur du Maybach était comme une chose physique, une pression palpable dans mes oreilles qui faisait écho au vide dans mon ventre. Chaque tour de roue sur l'asphalte de Mexico me rappelait que je m'éloignais de l'hôpital, mais pas de la perte. La sortie ne se sentait pas comme une libération, mais comme le début d'une prison à vie. À mes 55 ans, le mot maman s'était transformé en un spectre, un murmure cruel que le vent me ramenait juste pour me rappeler le silence qui habitait maintenant en moi. Le miracle médical, cette grossesse tardive et à très haut risque qui avait défié toutes les probabilités, s'était éteint dans une chambre toute blanche, sous des lumières fluorescentes qui semblaient désinfecter non seulement l'espace, mais aussi les rêves. Le chauffeur, un homme fidèle qui était avec moi depuis des années, me regardait par le rétroviseur. Dans ses yeux je voyais une compassion silencieuse, un respect pour une douleur qu'il n'osait pas nommer. Pour lui et pour le monde, je restais Elena Riva, l'architecte, la matriarche d'un empire de béton et de verre. Je portais un costume en lin de Loro Piana qui coûtait plus cher que sa voiture, mais à ce moment-là, il me semblait être le vêtement d'un pénitent. C'était un déguisement, une armure qui tenait à peine les morceaux de la femme brisée que j'étais devenue à l'intérieur. En traversant le grand portail en fer forgé que j'avais moi-même dessiné des années plus tôt, une dissonance subtile et pénétrante changea l'air. Ce n'était pas un son, c'était une altération dans l'atmosphère de ma maison. Le parfum familier des bougainvillées et du jasmin grimpant sur les murs de pierre volcanique était contaminé par une odeur métallique. Et alors je l'ai vu. Garé avec une arrogance insultante près de la fontaine en pierre, se trouvait le cabriolet rouge de Sofia, ma sœur. Sa présence était une note fausse dans la symphonie de mon sanctuaire. À côté, sur la pierre, gisait une bouteille de champagne vide avec son étiquette dorée brillant sous le soleil. Dom Pérignon rosé, cuvée 2008. J'ai reconnu la bouteille. Elle faisait partie d'un coffret que je gardais à la cave pour une fête qui n'aurait jamais lieu. Un frisson plus profond et glacial que n'importe quelle douleur physique traversa ma colonne. J'ai posé mon sac Hermès sur la table de l'entrée, son poids insignifiant comparé à la charge qui écrasait ma poitrine. Le marbre italien, d'habitude frais et accueillant, me paraissait comme la dalle d'une tombe sous mes pieds. La maison, mon chef-d'œuvre de lumière et d'espaces ouverts, ressemblait à un mausolée vaste et silencieux. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas crié le nom de mon mari, Ravière. Un instinct primitif, une sagesse animale venue des profondeurs de la douleur, prit le contrôle. Mes pieds, bougeant d'une volonté étrangère, me guidèrent. Je suis passé devant l'escalier principal qui menait à notre chambre, un nid de draps égyptiens et de vues panoramiques sur la ville. À la place, j'ai pris le couloir nord, celui qui menait à l'aile que nous avions ajoutée récemment, une aile construite sur l'espérance. Je me dirigeais vers la chambre du bébé. La porte en bois de noyer massif, sculptée à la main avec des étoiles et des lunes, était entr'ouverte. De l'intérieur filtrait une lumière douce et un son que mon cerveau mit un instant à comprendre. Ce n'était pas le cri que j'avais tant désiré entendre. C'était un rire étouffé, guttural, intime, et sans doute possible le rire de Sofia. Avec ma main tremblante pour la première fois de la journée, j'ai poussé la porte. L'univers s'est brisé, le temps s'est figé, l'air s'est solidifié en un cristal d'horreur pure. La scène devant moi n'était pas réelle. Ça ne pouvait pas l'être. C'était une hallucination fiévreuse, une peinture grotesque sortie des profondeurs de l'enfer. Là, au centre exact de la chambre, sur le tapis en peau de mouton de Nouvelle-Zélande que j'avais choisi avec tant de soin pour que la peau de mon fils sente sa douceur, étaient eux. Mon mari Ravière, l'artiste bohème, l'homme dont j'avais inventé et financé toute la carrière. Et ma sœur Sofia, l'enfant que j'avais élevé comme une fille après la mort de ma mère, la femme à qui j'avais tout donné sans rien demander en retour. Ils étaient enlacés, leur corps nu brillant sous la lumière chaude de la lampe design qui pendait juste au-dessus du berceau vide. Un berceau qui attendait un occupant qui ne viendrait jamais. Il n'y eut pas de cris, pas de larmes. La douleur immense qui me consumait s'évapora en un instant, et à sa place, du cratère fumant de mon âme naquit quelque chose de nouveau, quelque chose de terrible et de pur,
une calme chirurgicale. Mon esprit, l'esprit d'une architecte qui voit le monde en termes de structure, de charge et de points de rupture, s'activa. Je ne vis pas une trahison. Je vis une défaillance structurelle catastrophique. Une poutre maîtresse, pourrie et rongée au cœur même du bâtiment de ma vie. Et je sus, avec la certitude absolue d'une loi physique, que je n'allais pas essayer de la réparer. J'allais la démolir jusqu'aux fondations. J'ai reculé, chaque pas silencieux, délibéré, fantomatique. Mes talons ne firent aucun bruit sur le bois de chêne. Je suis sorti de ma propre maison, désormais un temple profané, un hôtel pour leur luxure sordide. Le même Maybach était toujours à l'entrée. Le chauffeur sur le point de partir. J'ai ouvert la porte et je me suis glissé sur le siège en cuir. « Où allons-nous, madame ?» demanda-t-il, son visage une masque de confusion. Je lui ai donné une seule adresse, l'adresse de ma forteresse. La guerre n'allait pas commencer. La guerre était déjà déclarée et je serais le seul camp à rester debout. Le Saint-Régis, cette aiguille de verre et d'acier qui perce le ciel du Paseo de la Reforma, a toujours été plus qu'un hôtel pour moi. C'est un symbole, un bastion de pouvoir, de luxe et surtout de discrétion totale. J'ai ignoré la réception opulente avec ses fleurs impossibles et son murmure de conversation en une demi-douzaine de langues. Je suis allé directement à l'ascenseur privé de l'aile résidentielle avec une carte d'accès que personne ne savait que j'avais. L'ascenseur monta en silence, m'éloignant du monde terrestre vers mon Olympe personnel. La suite présidentielle, ou comme je l'appelais, la forteresse, m'accueillit avec son silence familier. C'était un espace que peu de gens savaient que je gardais en permanence, un sanctuaire et un bureau de crise personnel. Les murs recouverts de panneaux d'ébène de Macassar étaient décorés d'œuvres de Pedro Coronel et Rufino Tamayo. La technologie y était de pointe, intégrée de façon invisible dans le design classique. Mais le vrai joyau était les baies vitrées du sol au plafond, offrant une vue à 270 degrés sur Mexico. À mes pieds, le monstre urbain s'étendait. Un tapis clignotant de lumière et d'ombre, d'ambition et de désespoir. Ma ville, mon plateau de jeu. J'ai enlevé mes chaussures Manolo Blahnik et j'ai senti la douceur d'un tapis perçant de soie sous mes pieds. Je suis allé au bar, ignorant le champagne et le cognac, et je me suis servi un verre d'eau minérale avec une tranche de citron. Ma main ne tremblait pas. Le choc avait laissé place à une clarté glaciale, une concentration si intense qu'elle en faisait presque mal. Mon premier et unique appel fut pour Don Alejandro de la Vega, l'avocat de mon père, mon mentor depuis que j'étais enfant et le seul homme en qui j'avais une confiance absolue. C'était un dinosaure des tribunaux, un maître de la petite écriture et des tactiques de terre brûlée. Tout cela caché derrière l'apparence d'un grand-père bienveillant. Il répondit à la première sonnerie, sa voix grave et calme comme toujours. Elena, ce n'était pas une question. Alejandro, ma propre voix sonnait étrange dans le silence de la suite, métallique, sans intonation. C'est l'heure. Active le protocole. Fondation brisée. Il y eut un bref silence au bout du fil. Ce n'était pas un silence de surprise, mais d'acceptation sombre et profonde. C'est si grave, ma petite, demanda-t-il. Et ce surnom affectueux fut la seule fissure dans sa façade professionnelle. Le pire que ce qu'on n'a jamais imaginé, répondis-je, le regard fixé sur l'ange de l'indépendance, une tache dorée au loin. Ils étaient dans la chambre du bébé ensemble. Javier et Sofia. Je pouvais entendre Don Alejandro prendre une respiration lente et profonde. Je pouvais imaginer son visage, ses traits se durcissant, ses yeux perçants brillant d'une froide colère. Ces monstres, oui. Je suis désolé bien plus que les mots ne peuvent l'exprimer, Elena, mais il n'y a pas de temps pour le deuil maintenant. Le deuil viendra après. Maintenant, c'est le temps de l'action. J'activerai le protocole immédiatement. Es-tu sûr de vouloir procéder à la phase finale, celle de la terre brûlée? Je veux qu'il ne reste pierre sur pierre, Alejandro, dis-je. Ma voix aussi dure que le diamant. Je veux que la terre sur laquelle ils marchent devienne du sel. Je veux que leur nom devienne synonyme de ruine. Considère le souhait exaucé, répondit-il. Prépare ton cœur, Elena. Ce sera rapide, mais ce ne sera pas indolore. Je raccrochai. Le code, fondation brisée, était notre chef-d'œuvre. Ce n'était pas un simple plan de divorce, c'était une forteresse juridique que nous avions construite pendant des années, un réseau de fiducies impénétrables, de sociétés écrans adolées aux îles Caïmans et des clauses de protection d'actifs si complexes qu'elles feraient pleurer une équipe d'auditeurs. Javier, dans son arrogance,
croyait qu'il était mon associé. Il avait signé des documents que son propre avocat lui avait assuré être standards. Il ne l'était pas. C'était sa sentence. Légalement, il ne possédait rien. Il était un locataire de luxe dans ma vie et son contrat de location venait d'être révoqué par la clause la plus fondamentale de toutes, la décence humaine. Mon deuxième appel fut pour Isabelle, mon assistante personnelle, une jeune femme d'une vingtaine d'années, avec un esprit comme un couteau suisse et une loyauté forgée dans le respect, pas dans la peur. Isabelle, j'ai besoin que tu viennes à la suite maintenant. Apporte le dossier, contingence J. En route, madame, répondit-elle sans la moindre hésitation. Pendant que j'attendais, je m'approchai de la baie vitrée. La ville en bas était un organisme vivant, indifférent à ma tragédie personnelle. Mais je ne me sentais pas petite, je me sentais comme une déesse vengeresse regardant depuis sa montagne. Je n'allais pas détruire pour détruire. J'allais déconstruire. Un architecte n'utilise pas une boule de démolition au hasard. Il étudie les points de charge, les poutres maîtresses, les fondations et ensuite, avec précision chirurgicale, les enlève une par une jusqu'à ce que tout l'édifice s'effondre sous son propre poids. Ravière et Sophia était un bâtiment mal construit, une façade ostentatoire soutenue entièrement par mes ressources, mon nom et ma patience, et j'étais sur le point de leur retirer chacun des supports. Isabelle arriva en moins de 20 minutes, son visage une masque d'efficacité professionnelle qui masquait à peine la tempête d'inquiétude dans ses yeux. Elle tenait une tablette dans une main et une grosse liasse de papier dans l'autre, simplement marquée d'un J. « Madame, je regrette profondément votre perte, dit-elle doucement, sa sincérité étant un petit baume sur ma blessure ouverte. J'acquiesçai, incapable d'exprimer une réponse à cette part de ma douleur. Puis son expression changea, se durcissant avec une froideur qui reflétait la mienne. Ravière a été particulièrement grossier avec moi au téléphone hier. Quand je l'ai informé que vous aviez expressément demandé à ne pas recevoir de fleurs à l'hôpital, il m'a dit qu'une simple assistante n'était pas en position de comprendre ses gestes d'amour. J'ai supposé que, dans les circonstances, il ne voudrait pas non plus de ces fleurs à son bureau. Elle ouvrit l'enveloppe. Elle ne contenait pas un télégramme de condoléances. Elle contenait une série de reçus méticuleusement organisés. Facture d'une suite privée à l'hôtel Esancia de Tulum avec des frais de room service pour 2 personnes. Billet d'avion en première classe au nom de Ravière et Sophia Riva. Dîners extravagants à Haro et Quinto. Le tout payé avec la carte American Express Centurion d'entreprise, la carte noire que je lui avais donnée comme symbole de son statut d'époux. Les dates correspondaient parfaitement à un supposé voyage d'inspiration artistique et de retraite spirituelle qu'il avait dit devoir faire pendant que je gardais un repos délicat et anxieux au premier stade de ma grossesse. À cet instant, je compris la vraie nature de la loyauté d'Isabelle. Ce n'était pas seulement professionnel, c'était personnel. Je lui avais donné, sans le savoir, un ennemi commun. Merci, Isabelle. Tu es inestimable, dis-je. Et pour la première fois cette nuit-là, je sentis une étincelle de quelque chose qui n'était ni douleur ni rage, c'était un feu stratégique. Au travail. Ouvre le dossier. Contingence J. Pendant les 3 heures suivantes, la suite présidentielle opulente se transforma en une salle de guerre high-tech. Avec Isabelle à mes côtés, exécutant mes ordres avec une rapidité et une précision étonnantes, et dont Alejandro en visioconférence sécurisée depuis son bureau, nous déchaînâmes la première phase de la démolition. D'abord, l'étranglement financier. Un appel à Miguel, le directeur de ma banque privée chez GBM. Avec une simple phrase d'autorisation verbale, exécute directive gamme 7, un protocole préétabli fut activé. Tous les comptes joints furent gelés et leur solde transféré à une fiducie aux Bahamas. L'allocation mensuelle généreuse de $50 000 qui était déposée automatiquement sur le compte personnel de Ravière fut annulée avec effet immédiat. Toutes les cartes de crédit et de débit liées à mon empire financier, y compris les extensions de luxe pour Ravière et Sophia, furent bloquées et signalées comme potentiellement compromises. Le robinet d'or dont ils buvaient si joyeusement s'était tari en un instant. Je savais qu'ils ne s'en apercevraient pas avant que leur prochain achat extravagant soit refusé. L'humiliation publique serait le premier coup. Deuxièmement, la déposition des symboles. La Ferrari 488 Pista de Ravière n'était pas à lui. Elle était sous contrat de location à long terme au nom de ma société principale. Un appel d'Isabelle à l'agence de leasing et la voiture fut programmée pour être récupérée à la 1 heure du matin pour non-respect des clauses d'usage personnel et dommage à l'image de l'entreprise. Il en fut de même pour le cabriolet Mercedes AMG S63 de Sophia, un cadeau d'anniversaire qui restait légalement un actif de la compagnie.
Leur carrosse dorée était sur le point de se transformer en citrouille. Troisièmement, l'exil physique et digital. Je contactai la société de sécurité israélienne qui assurait la protection de toutes mes propriétés. D'une seule ordre, tous les codes d'accès de la villa dans les collines, de la maison de campagne à Val de Bravo, du Penthouse à New York et de mon bureau principal furent changés. Les empreintes digitales de Javier et Sofia, ainsi que leurs données de reconnaissance faciale, furent supprimées définitivement du système biométrique. Des alertes d'accès non autorisées de niveau maximal furent émises associées à leurs noms et photos. Légalement et physiquement, ils étaient étrangers. Quatrièmement, l'isolement social. C'était la partie d'Isabelle et elle l'exécuta avec le sadisme d'une artiste. Elle annula l'adhésion de Javier au club des industriels et au club de golf de Chapultepec. Elle envoya un courriel au tailleur personnel de Javier à Savile Row à Londres pour lui notifier que sa ligne de crédit illimité avait été révoquée. Elle annula la réservation permanente pour la table du coin au restaurant Pouyol, celle que Javier utilisait pour impressionner ses prétendus clients. Chaque action était une coupe précise, un fil coupé dans le tissu de la vie de luxe qu'il tenait pour acquise. La phase 1 est complète, madame, annonça Isabelle en fermant son ordinateur portable. Son visage était serein, mais ses yeux brillaient. Bien, dis-je en regardant la ville endormie qui allait bientôt s'éveiller à un nouvel ordre. Demain, quand ils essaieront de se lever du lit, ils découvriront que le sol sous leurs pieds a disparu et que la chute sera très, très longue. Le lendemain matin, le soleil se leva sur la vallée de Mexico, une boule de feu indifférente aux drames humains qui mijotaient sous sa lumière. Pour moi, il n'apporta pas la chaleur, seulement la clarté froide et nette de la résolution. Depuis les écrans haute définition de ma suite montrant les images des 16 caméras de sécurité de la maison, j'avais une place au premier rang pour le premier acte de la chute. C'était comme voir une pièce de théâtre de l'absurde, une tragédie écrite et dirigée par moi. À 10h23, les caméras du portail principal captèrent le cabriolet rouge de Sofia entrant avec une arrogance familière. C'était Javier qui conduisait, le toit baissé, le soleil se reflétant sur ses lunettes de soleil Tom Ford. Ils se garèrent en riant, leur voix formant une cacophonie insouciante que les micros longue portée captaient avec une fidélité douloureuse. Ils revivaient probablement les détails de leur nuit de passion profane, ignorant que le monde qu'ils connaissaient avait cessé d'exister pendant leur sommeil. Le premier signe que la réalité avait changé fut la clé de la porte principale. Javier l'introduisit dans la serrure de haute sécurité. Elle ne tourna pas. Il essaya encore, plus fort, fronçant les sourcils. Je le vis frapper la porte avec la paume de sa main. « Elena, tu es là. Ouvre la porte. » Ce n'est pas drôle. Sa voix, distordue et métallique à travers les haut-parleurs de mon système, sonnait pathétique, enfantine. Sofia descendit de la voiture, se dandinant avec une impatience qui trahissait sa suffisance. « Oh, s'il te plaît, Javier. Peut-être qu'elle s'est endormie. Laisse-moi essayer avec mon code. Ça marche toujours. » Elle s'approcha du panneau numérique près de la porte, un modèle biométrique de dernière génération. Elle tapa son code à 6 chiffres avec l'assurance de celle qui se sent propriétaire du lieu. L'écran clignota en rouge violent et une voix robotisée, froide et sans émotion, annonça « Accès refusé. Utilisateur non reconnu. » Je vis leur visage changer sous le soleil du matin. L'arrogance se dissipa, remplacée par une confusion qui vira rapidement à la panique. Ils sortirent leur téléphone portable. Je pouvais imaginer leurs doigts glissant frénétiquement sur les écrans, essayant de m'appeler, pour découvrir que mes numéros les avaient bloqués. Ils tentèrent avec le téléphone fixe de la maison, sans savoir que j'avais ordonné la suspension de la ligne. Le coup suivant fut logistique et délicieusement public. Javier sortit son téléphone pour commander un Uber Black. Je le vis regarder l'écran avec incrédulité, secouer l'appareil comme si ça pouvait arranger quelque chose. La carte de crédit avait été refusée. Sofia, avec un soupir d'exaspération, essaya la sienne. Même résultat. Ils étaient devant une maison qui n'était plus la leur, vêtus des habits de la veille, sans argent, sans transport et avec un public de plus en plus nombreux. C'est alors que l'humiliation devint un spectacle. 2 dépanneuses arrivèrent à 11h pile. L'une pour la Ferrari, qui était encore dans le garage, et l'autre pour la Mercedes de Sofia. Les opérateurs, vêtus d'uniformes impeccables, commencèrent à accrocher les véhicules avec une efficacité professionnelle. Le voisin d'un accent grave côté, Monsieur Ascaraga, un magnate des médias avec qui j'avais une relation cordiale, sortit promener son lévrier russe et s'arrêta, un sourcil levé, fasciné.
Des problèmes avec les jouets, Ravière, lança-t-il avec un sourire malicieux qu'il n'essaya même pas de cacher. On dirait que Madame Elena fait du ménage dans son garage. Ravière, le visage congestionné d'un violet profond, ne put que balbutier des mots incohérents. Sofia, dans un acte de lâcheté, se cacha derrière l'une des colonnes en pierre du porche, comme si cela pouvait la rendre invisible aux yeux du monde. J'observais tout sans ciller, en buvant une gorgée de vin rouge, un Vega Sicilia Unico que j'avais ouvert pour l'occasion. Je ne ressentais pas de plaisir sadique, mais une sorte d'ordre rétabli. C'était la physique de la vie en action. Je leur avais retiré l'échafaudage de mon argent et de mon statut, et maintenant ils s'écrasaient contre la dure réalité de leur insignifiance. La scène culmina en une dispute misérable sur mon propre trottoir, une petite comédie d'accusations et de reproches. « C'est de ta faute », cria-t-il. « Je t'avais dit que c'était risqué. » Elle lui répondit avec un venin que je connaissais bien. « Ne me blâme pas pour ta stupidité, Ravière. Tu as toujours été un bon à rien sans elle. » La grande histoire d'amour se désintégra sous le soleil du matin, révélant sa vraie nature pathétique, une alliance de cupidité et de faiblesse. Pendant que les dépanneuses emmenaient leurs précieux jouets, le téléphone de ma suite sonna. C'était Don Alejandro. À phase 1, un succès visuel et sonore, dit-il avec une satisfaction palpable. Maintenant, la galerie. L'avis d'expulsion est entre les mains d'un notaire. Il arrivera dans 1 heure. Il citera la clause 27B du contrat de bail, conduite et moralité causant un dommage irréparable à la réputation et au prestige de la propriété. Je souris pour la première fois en 24 heures. La clause 27B était l'une de ses créations les plus poétiques. La galerie de Ravière, son seul titre de gloire, son château de sable construit avec mon argent, allait être balayé par une marée légale qu'il n'avait jamais vu venir. L'excellent, Alejandro, que le spectacle continue. J'éteignis les moniteurs. J'avais déjà vu assez pour aujourd'hui. La démolition ne faisait que commencer et les fondations craquaient déjà. 1 semaine plus tard, l'air dans le salon des miroirs du club des industriels était lourd, chargé du parfum coûteux des femmes de la haute société et de l'attention contenue de leurs maris. C'était la fête du 40e anniversaire de mariage de mes parents, Ricardo et Martha. Une célébration opulente, du champagne mouette et chandon qui coulait sans arrêt à l'orchestre de chambre jouant des valses de Strauss et bien sûr, c'était moi qui payais. Mon premier instinct avait été de l'annuler, un geste simple et direct de rejet. Mais alors, l'architecte en moi, la stratège, vit une opportunité trop parfaite pour la gâcher. Ce ne serait pas une fête, ce serait un tribunal public et Jean serait le procureur, le juge et le bourreau. J'arrivais volontairement en retard, quand la fête battait son plein. Mon entrée provoqua un silence qui se répandit dans la salle comme une onde. Les conversations cessèrent. Les verres restèrent suspendus en l'air. Je portais une robe noire d'Alexander McQueen, une pièce de haute couture à la fois sévère et spectaculairement élégante. Ce n'était pas une robe de deuil, c'était une déclaration de guerre. Mon seul bijou était une broche en diamant et platine en forme de serpent aux yeux d'émeraude, un cadeau de mon père avant de mourir, un rappel de sagesse et de ruse. Mes yeux parcoururent la salle, une mer de visages connus et de faux sourires. Je les vis. Ravière et Sofia étaient dans un coin sombre près du bar, comme 2 parias. Il portait un costume un peu trop grand, probablement un vieux. Son visage était un mélange de défi et de désespoir. Sofia, habituellement au centre de l'attention, semblait rapetissée, sa robe de créateur incapable de cacher son aura de défaite. Ils étaient là, supposais-je, par ordre direct de mes parents dans une dernière tentative pathétique de sauver les apparences. Et je vis mes parents, Ricardo et Martha, au centre du salon, recevant des félicitations. Leurs sourires tendus comme les cordes d'un violon. Ils faisaient semblant que leur monde ne s'effondrait pas sous leurs pieds. Pendant 1 heure, je jouais mon rôle à la perfection. J'acceptais les condoléances pour ma perte récente avec une inclination de tête gracieuse et distante. Je souris à des partenaires d'affaires qui me regardaient avec un mélange de curiosité et de crainte. J'ignorais les regards de pitié et les murmures venimeux. Je laissais la tension s'accumuler, la cocotte minute siffler, attendant le moment exact pour la faire exploser. Il arriva avec le toast. Mon père Ricardo monta sur la petite scène, une coupe de champagne à la main. Il fit un discours mielleux rempli de clichés sur l'amour, la famille, la loyauté et les valeurs qu'il disait, avec ma mère, incarnées. L'ironie était si épaisse que je pouvais presque la goûter. Quand il termina, sous les applaudissements polis de l'assemblée, je me levai. « Si vous me le permettez, dis-je,
ma voix calme, mais grâce à l'acoustique parfaite de la salle, audible par tous. Moi aussi, je voudrais dire quelques mots en l'honneur de mes parents. Un silence plein d'attente, presque électrique, tomba sur le salon. Je marchais vers la scène, ma robe produisant un chuchotement soyeux sur le tapis persan. Je pris le micro des mains de mon père, en évitant son regard. Mes yeux ne se dirigèrent pas vers la foule. Ils se fixèrent directement sur mes parents puis glissèrent vers le coin sombre où se cachaient Javier et Sofia. Ce soir nous célébrons 40 ans d'union, commençai-je, ma voix douce mais ferme. Nous célébrons le concept de famille, et la famille, comme toute structure architecturale, a besoin de fondations solides pour durer. Des fondations d'honnêteté, de loyauté, de respect inconditionnel. Quand ces fondations pourrissent, quand elles sont rongées par la trahison et le mensonge, tout l'édifice, aussi beau soit-il de l'extérieur, risque un effondrement catastrophique. Je fis une pause, laissant la métaphore s'ancrer. Je pouvais sentir l'inconfort collectif, presque palpable. Récemment, j'ai dû prendre des décisions très difficiles sur les structures de ma propre vie, tant personnelle que financière. Et c'est pourquoi je veux profiter de cette occasion spéciale, entouré des gens qui nous ont vus grandir, pour faire une annonce importante. Je me tournai vers mes parents qui m'observaient avec une inquiétude croissante. Papa, maman, je vous aime. Et parce que je vous aime, j'ai toujours considéré votre bien-être comme mon devoir sacré. Mais à cause de circonstances familiales imprévues et d'une profonde réévaluation de mes priorités, j'ai décidé, avec grand regret, de me retirer de tous mes engagements financiers qui ne sont pas directement liés à mon entreprise. Cela inclut, avec effet immédiat, le fonds fiduciaire qui couvre l'hypothèque de cette maison, dis-je en faisant un geste vague autour de moi, ainsi que toute autre subvention, investissement ou soutien aux affaires ou au mode de vie des membres de la famille élargie. Le souffle collectif fut audible. Les visages de mes parents passèrent du blanc au rouge, puis de nouveau à un blanc cendré. Je les avais déshabillés financièrement devant tout leur monde. À mes chers Javier et Sofia, continuai-je, ma voix désormais tranchante comme de l'acier poli. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos futurs projets. Je suis certaine qu'avec votre talent indéniable et vos propres ressources, vous atteindrez les plus hauts sommets du succès. Le sarcasme était si brutal que plusieurs invités se remuèrent, mal à l'aise, dans leur siège. Mais je n'avais pas terminé. Je voulais leur trahison finale, leur condamnation publique de leur propre bouche. Papa, maman, dis-je, ma voix s'adoucissant dans une compassion fausse et cruelle. Je sais que c'est un moment difficile et maintenant, devant tous nos amis, vous devez prendre une décision. C'est simple. Vous pouvez soutenir votre fille, celle qui vous a maintenu dans ce style de vie depuis 10 ans, celle qui a payé pour cette fête même. Ou vous pouvez soutenir les autres. Le choix est à vous. Je l'ai laissé au centre de la scène, sous le regard de 200 personnes, piégées dans leur propre création. Le silence fut leur première réponse, un silence qui criait leur lâcheté. Puis ma mère, Martha, les yeux brûlants de larmes de fureur et d'humiliation, fit un pas en avant. « Helena, comment oses-tu » siffla-t-elle dans le micro. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu as toujours été une femme froide, calculatrice et cruelle. Ta sœur a besoin de toi. » Mon père Ricardo acquiesça vigoureusement, posant un bras protecteur sur l'épaule imaginaire de Sofia. « Ta sœur traverse un moment très difficile. Tu devrais avoir un peu de compassion dans ton cœur. » À ce moment-là, je souris. Un sourire véritable, froid et absolument libérateur. Ils étaient tombés, ils avaient fait leur choix devant tout le monde, ils s'étaient condamnés eux-mêmes. « Merci » dis-je dans le micro. Ma voix claire et résonnante point. « Merci pour votre honnêteté. Maintenant nous savons tous exactement où chacun se tient. » Je laissai le micro sur le pupitre et descendis de la scène. J'y traversai la foule pétrifiée, la tête haute, comme une reine quittant une cour de fous. Derrière moi, la bombe que je venais de lancer explosa enfin, déclenchant un chaos de cris, d'accusations et de honte publique. Je ne regardais pas en arrière. Je venais de démolir un autre pilier fondamental de mon ancienne vie et je me sentais merveilleusement, terriblement légère. Les jours qui suivirent le fiasco de la fête d'anniversaire furent un tourbillon de communication toxique. Je reçus une douzaine d'appels furieux de mes parents auxquels je ne répondis pas. Je reçus une série de messages de Javier qui allaient de la supplication pitoyable à la menace voilée, que je lus avec le détachement d'un entomologiste étudiant un insecte avant de bloquer son numéro. Mais le plus révélateur fut le silence de Sofia, un silence sépulcral et calculé. Je savais que ce n'était pas le silence du remords, mais celui d'une prédatrice tapie,
évaluant les dégâts et préparant son prochain coup. Elle était la plus dangereuse des trois parce qu'elle était la plus intelligente et de loin la plus arrogante, et j'allais utiliser sa propre arrogance comme arme pour la détruire. Je compris que les preuves circonstancielles, les reçus d'hôtel et les photos des dépanneuses emportant leur voiture n'étaient pas suffisants. Cela prouvait l'infidélité, mais ne capturait pas l'essence de leur méchanceté. J'avais besoin de quelque chose de plus intime, de plus accablant. J'avais besoin de sa propre voix, de son propre venin, servi sur un plateau d'argent. J'avais besoin d'une confession, non pas pour un tribunal, mais pour mon propre arsenal psychologique. Et je savais exactement comment l'obtenir. La stratégie exigeait de la patience et une performance digne d'un Oscar. J'attendis une semaine, laissant la pression financière et l'ostracisme social faire leur travail. Je savais par mes sources qu'ils vivaient dans un petit appartement prêté, que leurs amis ne répondaient plus à leurs appels. Ils étaient effrayés, désespérés et, plus important encore, leur ego était blessé. Un après-midi, utilisant un téléphone jetable et un logiciel pour déformer légèrement ma voix, je l'appelai. Elle répondit à la troisième sonnerie, sa voix était un murmure prudent. « Eh bien, Sophia, c'est moi, Elena, dis-je. » Et immédiatement, j'éclatai en sanglots. Ce fut une performance magistrale. J'invoquai chaque gramme de ma douleur réelle, la perte de mon enfant, la trahison, et je le canalisais en sanglots déchirants qui sonnaient terriblement authentiques. « J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Je ne peux pas comprendre. Je suis perdu. » Il y eut un silence au bout du fil. Je pouvais presque la sentir de l'autre côté, ses rouages mentaux tournant. Je pouvais sentir la prédatrice reniflant la proie blessée, décidant s'il était sûr d'attaquer. « Comprendre quoi, Elena ?» demanda-t-elle finalement, et déjà son ton portait un soupçon de supériorité condescendante. « Tout, » sanglotai-je, laissant ma voix se briser. « Ce que j'ai mal fait. Je sais que je dois être coupable. J'ai été une mauvaise épouse, je le sais. Trop froide, trop contrôlante, trop concentrée sur mon travail. J'ai été une mauvaise sœur. S'il te plaît, aide-moi juste à comprendre. J'ai besoin de l'entendre de toi. Qu'a-t-il avec toi qu'il n'a jamais eu avec moi? J'ai besoin de le savoir pour pouvoir avancer. » C'était l'appât parfait, conçu sur mesure pour sa psychologie. J'avais fait appel à son narcissisme, à son besoin désespéré de se sentir non seulement victorieuse, mais justifiée. Je lui offrais l'occasion de me frotter son triomphe au visage, de me sermonner depuis son prétendu piédestal de supériorité émotionnelle. Et elle, si prévisible dans sa malveillance, mordit l'hameçon de toutes ses forces. « Oh, Elena » soupira-t-elle, un son chargé d'une fausse pitié sucrée qui cachait à peine son plaisir sadique. « Ce n'est pas que tu étais une mauvaise épouse, vraiment. C'est que tu as toujours été de trop. » Je laissai cette phrase si révélatrice flotter dans l'air entre nous. « De trop ?» demandai-je, ma voix un murmure de vulnérabilité feinte. « Oui, de trop. Trop forte, trop brillante, trop parfaite, trop tout. Tu es un monument, Elena, tu comprends? Tu es magnifique, imposante, digne d'admiration, mais personne ne veut vivre avec un monument. C'est froid, c'est intimidant. Un homme ne peut pas faire l'amour avec un monument, il ne peut pas rire avec un monument. Il se sent petit, insignifiant. » Ravière avait besoin de se sentir un homme, pas le consort d'une reine. « Et avec toi ?» demandai-je, lançant l'appât final. Son rire fut bas, guttural, rempli d'un venin triomphant. « Avec moi, c'est facile, Elena. C'est réel. Je suis chaleureuse, je suis amusante, je suis humaine. Je ne le fais pas se sentir comme un raté chaque fois qu'il entre dans une pièce. Je le fais se sentir comme un dieu. Je lui donne la paix, je lui donne la passion, je lui donne la normalité. » Je continuai à faire pression, emmenant la conversation au cœur de l'obscurité. « Et le bébé, Sophia, comment as-tu pu? Dans cette chambre, notre sanctuaire ?» Sa réponse fut la dague finale, celle que je savais qu'elle viendrait, celle dont j'avais besoin pour ma collection. « Oh, s'il te plaît, Elena, soyons honnêtes. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver. La nature est sage, tu ne crois pas? Parfois, elle se débarrasse simplement des erreurs. Un enfant ne t'aurait pas rendue plus douce ni plus humaine. Il t'aurait seulement donné autre chose à contrôler, un autre projet à perfectionner. Ravière avait besoin de se libérer de tout ça. Je l'ai libéré. Je fermai les yeux,
un frisson me parcourant le corps malgré le chauffage de la suite. Le venin dans sa voix était pur, non dilué. Chaque mot était une preuve, chaque syllabe une condamnation qu'elle s'infligeait elle-même. Merci, Sophia, dis-je, et ma voix devint soudain claire, froide, aussi affûtée qu'un scalpel, dépourvue de toute émotion. Tu m'as aidé à tout comprendre parfaitement. Avant qu'elle ne puisse saisir le changement dans mon ton, avant qu'elle ne sente le piège se refermer autour d'elle, je raccrochai. Je regardai le petit enregistreur numérique sur la table en acajou. La lumière rouge clignotait, confirmant la capture. Je l'avais. J'avais son arrogance, sa cruauté, sa totale absence d'âme, tout capté en audio haute fidélité. Cet enregistrement n'était pas pour un juge, ni pour la police. C'était une arme psychologique de destruction massive. C'était la balle d'argent que je garderais pour le moment précis. L'arrogance de Sophia ne l'avait pas seulement poussée à avouer, elle l'avait, sans le savoir, transformé en l'instrument le plus efficace de sa propre destruction méticuleuse. Dans l'écosystème social de ma famille, l'Église catholique n'était pas simplement un lieu de culte, c'était l'épicentre de la vie sociale, un théâtre de piété et, surtout, une cour suprême de la moralité publique. Et le président de ce tribunal, avec un pouvoir plus réel et tangible que n'importe quel magistrat, était le père Francisco, curé de l'église San Agustín à Polanco depuis plus de 30 ans, confesseur des familles les plus puissantes du Mexique. Un homme d'apparence bienveillante et de voix douce, mais avec une influence capable d'ouvrir ou de fermer les portes du ciel social. Je décidai que la phase suivante de ma guerre ne se ferait pas dans les tribunaux de marbre et de bois, mais dans le tribunal de Dieu, ou du moins celui de son représentant le plus influent sur terre. Mon but n'était pas le pardon, c'était le jugement. Je demandai un rendez-vous privé avec le père Francisco, non pas aux heures habituelles de confession, mais dans le calme d'un mardi après-midi. Il me reçut dans son bureau privé, une pièce solennelle qui sentait les siècles de cire, d'encens et de vieux cuir. Les murs étaient couverts de livres au dos doré et de peintures de saints au regard d'extase ou de tourment. Je m'assis sur une lourde chaise de moine, face à son bureau en acajou. Vêtu d'une simple mais élégante robe grise en crêpe. Mon visage, soigneusement composé, était un masque de douleur pieuse et de résignation chrétienne. Ma fille, Elena, commença-t-il, sa voix profonde et résonnante remplissant la pièce. Ta mère m'a appelé, elle m'a parlé de tes difficultés familiales. J'ai prié pour toi, pour la guérison de ta famille. Merci, mon père, répondis-je à voix basse, les mains croisées sur mes genoux. J'apprécie vos prières, mais je ne suis pas venu les demander. Je suis venu me confesser. Son expression s'adoucit. Il me guida vers l'ancien confessionnal en bois sculpté, un espace sombre et clos qui semblait absorber les secrets. Je m'agenouillai sur le prie-dieu de velours usé, l'odeur du bois ancien et des péchés murmurés emplissant mes narines. À travers la grille qui nous séparait, je commençai mon récit, mais ce n'était pas l'aveu de mes péchés. C'était une narration méticuleusement construite de la trahison que j'avais subie, présentée non pas en termes de colère ou de vengeance, mais dans le langage de la théologie. Je parlais de la profanation d'un espace sacré, la chambre de mon fils. Je parlais du sacrilège de célébrer la luxure sur la tombe d'un espoir. Je parlais d'un acte d'une méchanceté si pure qu'il n'avait pas seulement brisé les vœux sacrés du mariage, mais s'était moqué des mystères de la vie et de la mort. Mon père, chuchotai-je, laissant ma voix se briser avec une émotion soigneusement contrôlée. Ce n'était pas seulement le péché de la chair, c'était le péché de l'esprit. Ils se sont réjouis de ma douleur. Ils l'ont fait dans le sanctuaire que j'ai construit pour mon enfant à naître, un enfant que Dieu m'avait accordé puis rappelé à lui. Quelle sorte d'âme peut faire cela, mon père? Quelle obscurité un cœur doit-il abriter pour danser sur la tombe d'un innocent? Le père Francisco, qui avait écouté les confessions de politiciens corrompus, d'hommes d'affaires sans scrupules et de matrones adultères pendant des décennies, garda le silence longtemps. Je pouvais sentir sa stupeur, son horreur, à travers la grille de bois. C'est un acte d'une cruauté diabolique, ma fille, inimaginable, dit-il enfin, la voix tendue. Il y a plus, mon père, poursuivis-je, assénant le coup final. Ma propre sœur, dans sa superbe, m'a avoué son absence totale de remords. Elle m'a dit que la perte de mon enfant avait été la meilleure chose qui pouvait arriver, une façon pour la nature de se débarrasser des erreurs. En es-tu sûr, Elena? C'est une accusation terrible. Si sûr, mon père, que sa propre voix peut témoigner de son péché devant vous et devant Dieu. Je sortis mon téléphone, le petit appareil d'enregistrement. Mon père,
je sais que c'est très inhabituel et je vous demande pardon pour cela, mais je vous supplie d'écouter non pas comme un juge, mais comme un pasteur qui doit comprendre la vraie nature du mal qui s'est logé dans son troupeau pour pouvoir le combattre. » Après un moment d'hésitation, j'entendis un murmure, « Procède. » D'une main ferme, je lançai l'enregistrement. La voix arrogante et cruelle de Sophia remplit le petit espace sacré. J'entendis le père Francisco retenir son souffle quand Sophia se moqua de ma fausse couche. Je sentis la température du confessionnal baisser de plusieurs degrés. Quand l'enregistrement se termina, le silence qui suivit fut plus lourd et plus sombre que tous ceux que j'avais connus. « Que Dieu nous pardonne à tous », murmura enfin le père Francisco, sa voix tremblant d'une juste colère qu'il montrait rarement. « Qu'il ait pitié de leurs âmes, car elles sont en grand danger. » Je sortis du confessionnal en me sentant purifié, non pas parce que mes péchés avaient été pardonnés, mais parce que je venais d'armer le soldat le plus puissant de Dieu dans ma guerre. Je savais que le père Francisco ne resterait pas les bras croisés. Je savais que son sermon du dimanche suivant serait un chef-d'œuvre d'allusion voilé sur la trahison, la famille et la profanation, un sermon qui résonnerait aux oreilles de toute la paroisse. Et je savais que l'appel qu'il ferait à mes parents ce même après-midi, un appel porté par l'autorité morale de leur confesseur, serait beaucoup plus dévastateur que n'importe quelle menace légale. Je les avais isolés non seulement de leurs filles et de leurs sources de revenus, je leur avais enlevé leur Dieu et pour des gens comme eux, c'était pire que la mort. La solitude dans la suite présidentielle du Saint-Régis était un luxe qui commençait à ressembler à une punition. J'étais entouré d'art inestimables, de vues spectaculaires et d'un service impeccable, mais c'était une solitude existentielle, le vide que l'on ressent après une grande bataille, quand l'adrénaline retombe et qu'il ne reste que l'écho de la violence. J'avais gagné chaque escarmouche, chaque affrontement, mais je me sentais dérivé dans un océan de froide fureur. Il me fallait une ancre, non pas émotionnelle, mais intellectuelle. Il me fallait quelqu'un qui puisse me donner le plan architectural de la structure toxique dans laquelle j'avais vécu toute ma vie, pour pouvoir la comprendre avant d'abattre le dernier mur. Et il n'y avait qu'une seule personne au monde capable de le faire. Je cherchais dans le carnet chiffré de mon téléphone le numéro de ma cousine, Laura Riva. Fille de la sœur de ma mère, Laura avait été la paria officielle de la famille pendant presque 20 ans. C'était une psychologue respectée, avec un cabinet dans la Colonia Roma, et son crime avait été d'être brutalement honnête. Elle avait été exilée des dîners de Noël et des événements familiaux après qu'un soir, lors d'une de ces réunions, elle avait dit à ma mère que son favoritisme pour Sophia était une forme d'abus émotionnel, une négligence envers moi. Il l'avait traitée de folle, de rancunière, d'envieuse. Maintenant je comprenais la vérité. Elle n'était pas folle. Elle avait simplement été la seule personne lucide dans une pièce remplie de démons. Je l'appelai. Je ne savais pas si elle allait me répondre. « Helena » dit sa voix à l'autre bout du fil sans surprise, presque avec une note d'inévitabilité, comme si elle avait attendu mon appel pendant 20 ans. « Laura » répondis-je, ma voix plus ferme que ce que je ressentais. « J'ai besoin de ton aide professionnelle. Je te paierai ton tarif habituel. »« Je ne veux pas de ton argent, cousine, » répondit-elle avec un rire sec. « Je veux que tu ouvres enfin les yeux. Je t'attends dans 1 heure à mon cabinet. Viens seul. » Son cabinet était un espace serein rempli de livres, de lumière naturelle et du doux parfum de thé au jasmin. Laura, avec ses cheveux gris coupés à la mode et ses yeux vifs et intelligents qui semblaient voir directement à travers mes défenses, m'observa sans la moindre pitié pendant que je m'asseyais sur le divan en cuir. « Je ne suis pas venu chercher une alliée, Laura », commençai-je en répétant mon mantra. « Je suis venu chercher de la compréhension. Pourquoi je comprends la trahison de Ravière? C'est un homme faible et avide. Mais Sophia, je l'ai élevée. Pourquoi ferait-elle quelque chose d'aussi monstrueux? » Laura prit une gorgée de son thé, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait, Helena. Parce que c'est pour ça qu'ils ont été programmés. Notre famille, ou du moins cette branche de la famille, n'est pas une famille au sens fonctionnel du mot. C'est un système, un écosystème toxique et fermé, conçu avec un seul but fondamental, la survie émotionnelle et financière de tes parents, Ricardo et Martha, à travers leurs 2 filles, mais de manière diamétralement opposée. Elle se pencha en avant, son intensité remplissant la pièce. Pense comme une architecte, Helena. Analyse la structure. Toi, tu as été conçue et programmée dès l'enfance pour être la pourvoyeuse. La fille brillante, l'étudiante parfaite, la professionnelle accomplie, la source inépuisable de ressources. Ils t'ont donné la meilleure éducation,
ils t'ont poussé vers la grandeur, non pas pour ton bien, mais pour le leur. Ton succès était leur sécurité, ta fortune était leur statut. Tu étais leur plan de retraite, leur trophée ambulant, la preuve vivante de leur bonne éducation aux yeux de la société. Les Sophia, demandai-je, ma voix à peine un murmure. La Sophia a été programmée pour être la favorite, la jolie, la charmante, la fragile, l'éternellement dépendante. On ne lui demandait pas de réussite, juste d'être adorable et de les faire se sentir aimés. Son rôle était d'équilibrer ta froideur perçue. C'était elle qui leur donnait la chaleur et l'affection que toi, la femme d'affaires occupée, ne pouvais soi-disant pas leur offrir. Le système, pour son parfait équilibre, avait besoin des deux. La machine à faire de l'argent et la machine à donner de l'affection. Les pièces de ma vie, souvenirs, conversations, injustices passées commencèrent à s'assembler dans mon esprit avec une clarté douloureuse, formant une image horrible et cohérente. Le système a parfaitement fonctionné pendant des décennies, continua Laura, sa voix implacable. Mais tu fournissais le luxe, il le dépensait. Sophia fournissait le charme, il l'adorait. Mais il y avait une faille fondamentale dans le design, un risque que tes parents ont toujours craint, que toi, la pourvoyeuse, tu atteignes un bonheur personnel complet. Si tu trouvais un amour vrai qui te valorisait pour toi-même, si tu avais un enfant qui devenait le centre de ton univers, tu n'aurais plus eu besoin d'eux. Ton attention aurait changé. Le flux de ressources et d'attention aurait été menacé. Tu aurais cessé d'être leur atout pour devenir ta propre personne. Je restais sans souffle. La vérité était comme un coup dans l'estomac. Ravière a été le catalyseur parfait, expliqua Laura comme si elle lisait un diagnostic. Un homme faible, un artiste médiocre qui se sentait diminué par ton pouvoir et qui, donc, était facilement manipulable par tes parents. Et Sophia, qui t'a toujours envié avec une jalousie corrosive pour avoir tout ce qu'elle ne pouvait pas obtenir par elle-même, a vu son opportunité. Ce qu'ils ont fait n'a pas été seulement un acte de luxure, Elena, ça a été un coup d'État. Une tentative, consciente ou non, de détruire ton bonheur personnel pour que le système puisse se préserver. Ils ne t'ont pas trahi, cousine, ils ont simplement agi selon leur programmation. Ton seule et vraie erreur a été de les aimer inconditionnellement, croyant qu'ils étaient une famille alors qu'en réalité ils étaient un système parasite. Les paroles de Laura ne m'apportèrent pas de réconfort. Elles m'apportèrent quelque chose de bien plus précieux, une clarté brutale et libératrice. Elles m'ôtèrent le poids de la culpabilité, le fardeau de la question « Pourquoi ?» Je n'étais pas la cause du problème. J'avais été la solution à leur problème pendant beaucoup trop longtemps. Je me levai du divan. Ma colonne droite, ma résolution plus dure que l'acier. Merci, Laura. Tu m'as donné le dernier plan qu'il me fallait pour comprendre la structure. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu le sais, demanda-t-elle, ses yeux scrutant mon visage. Je vais terminer la démolition, répondis-je, ma voix calme et ferme. Et ensuite je vais construire quelque chose de nouveau sur les ruines. Un bâtiment avec des fondations que personne ne pourra jamais pourrir. Un bâtiment seulement pour moi. La galerie de Ravière, baptisée du nom prétentieux et spatiaux intérieur, était son dernier bastion d'identité, sa fragile revendication de pertinence dans un monde qu'il avait toujours vu comme le mari d'Elena Riva. C'était un cube blanc et minimaliste au cœur de Polanco, un espace que j'avais financé, conçu et rempli de ces médiocres toiles abstraites, qu'il vendait à des prix absurdes à d'autres riches ennuyés qui achetaient de l'art comme on achète des meubles pour remplir un vide. Avec l'avis d'expulsion pesant sur lui comme une guillotine, Ravière, dans un dernier et pathétique acte de désespoir, décida d'organiser une vente finale. Il l'annonça sur les réseaux sociaux comme une rétrospective intime et un adieu temporaire. Moi, dans la discrétion de ma suite, je la rebaptisai le cirque de l'art et je décidai que, même si je n'y serais pas physiquement, j'en serais la maîtresse de cérémonie invisible. La nuit de l'événement, l'endroit était bondé. La faune du milieu artistique de la ville, ou ce qu'il en restait, s'était réunie en masse, attirée non pas par l'art, mais par le morbide du scandale. C'était comme voir les vautours se rassembler. Ravière, vêtu d'un costume de lin froissé qui criait « artiste bohème », essayait de projeter l'air d'un génie torturé et incompris. Mais avec ses yeux creusés et son sourire nerveux, il ne ressemblait qu'à un homme acculé, un animal prêt à être sacrifié. Moi, bien sûr, je n'assistais pas. Ma présence physique n'était pas nécessaire. J'avais envoyé mes pièces d'échiquier en avance, les bougeant avec une précision stratégique. La première pièce était Madame Inés de la Vega, la critique d'art la plus crainte et influente du Mexique. Je l'avais appelée personnellement,
non pas pour la prévenir, mais pour la tenter. Cher Iné, lui dis-je d'une voix mélancolique. Je sais que les choses avec Ravière sont compliquées, mais il organise une vente finale. Il y a une pièce en particulier, son Requiem en rouge, que je pense que tu aimerais analyser. Il y a une histoire fascinante et un peu trouble derrière sa provenance. La curiosité, pour une critique, est un appât irrésistible. La deuxième pièce était un homme discret et élégant d'une soixantaine d'années, avec des lunettes à monture d'écaille et un léger accent suisse-français. C'était le docteur Alistch, un expert renommé en authentification d'art et spécialiste des avant-gardes européennes, que j'avais fait venir de Genève spécialement pour cette nuit. Personne dans la salle ne savait qui il était. Il assistait comme invité anonyme de l'un de mes partenaires commerciaux, un collectionneur d'art à la réputation impeccable. L'événement atteignit son apogée quand Ravière, avec une grande éloquence frôlant le ridicule, présenta sa soi-disant œuvre maîtresse, le Requiem en rouge. C'était une immense toile chaotique, une explosion de peinture rouge et noire qui, selon lui, représentait la passion primordiale et la douleur existentielle de l'âme moderne. Le prix de vente, 200 000 $. Au même moment, juste quand un possible acheteur s'approchait, Madame de la Vega leva la main. « Ravière, mon cher, une pièce vraiment viscérale, dit-elle avec un sourire tranchant. Mais un collègue ici présent, un expert en la matière, a une observation très intéressante sur ta technique d'empattement. Ça vous dérangerait s'il la partage avec nous ?» Elle fit un signe au docteur Finch. Tous les regards dans la galerie, fixés jusque-là sur la toile, se tournèrent vers le discret expert suisse. Finch s'approcha de la peinture, sortit une petite loupe de joaillier de sa poche et commença à examiner la surface avec une concentration méthodique. Le silence dans la galerie était total, dense, plein d'attente. « Intéressant », dit enfin le docteur Finch, sa voix calme mais avec une autorité qui résonna dans tout l'espace. La technique de superposition est, en effet, fascinante. L'usage du pigment, la texture, me rappelle de façon extraordinaire le travail d'un jeune et brillant artiste de Barcelone, un certain Iamat, dont j'ai eu le plaisir de visiter l'atelier l'an dernier. Il s'arrêta, ajustant ses lunettes comme s'il résolvait une énigme. En fait, poursuivit-il, la composition générale, la palette de couleurs, même la signature presque imperceptible dans le coin inférieur droit, je dirais que ce n'est pas une simple ressemblance. Je dirais que c'est, sans le moindre doute, un Iamat. Il se tourna lentement vers Ravière, dont le visage avait pris une teinte grisâtre, bleuâtre. Ce qui me semble le plus curieux dans tout cela, conclut le docteur Finch, assénant le coup de grâce, c'est que M. Amat lui-même m'a informé il y a quelques mois que cette pièce, sa préférée, avait été volée de son atelier dans le quartier de Gracia. La police de Barcelone a un rapport détaillé à ce sujet, avec des photographies. Je suis certain qu'il serait très intéressé de savoir qu'elle est réapparue ici, à Mexico. Un halètement collectif traversa la salle. Le chaos éclata. Des acheteurs qui avaient acquis des œuvres de Ravière par le passé commencèrent à regarder leurs tableaux avec panique. Madame de la Vega sortit un carnet et commença à écrire furieusement, son visage illuminé par la joie du scandale. Ravière resta paralysé, une statue d'humiliation et de terreur. Son cirque s'était transformé en son exécution publique. Deux hommes en civil, qui observaient discrètement depuis le fond de la galerie, se frayèrent un chemin parmi la foule. C'étaient des détectives de la division des délits contre la propriété de la police de Mexico, alertés par un appel anonyme, mais très bien informés, que Don Alejandro avait passé ce même après-midi. Je vis tout à travers la diffusion en direct qu'Isabelle avait installée sur un téléphone caché parmi les fleurs. Je vis comment il s'approchait de Ravière, comment il lui lisait ses droits, comment il le menottait sous le regard stupéfait et les flashs des téléphones de ses anciens admirateurs. Son dernier bastion d'identité n'avait pas seulement été détruit, il avait été scellé et déclaré scène de crime. Avec Ravière, désormais pris dans les griffes du système de justice pénale, faisant face à de graves accusations de fraude et de recel de biens volés, le champ de bataille légal penchait clairement en ma faveur. Ce n'était plus une guerre d'usure, c'était le moment de l'anéantissement, du coup d'échec et mat. Don Alejandro, qui avait patiemment attendu ce moment comme un grand maître d'échecs, libéra la force de son formidable arsenal légal. La première offensive fut le divorce, qui en temps normal aurait pu être un processus long et conflictuel, rempli de négociations sur le partage des biens, mais qui devint une formalité expéditive et brutale. Nous avons présenté la demande de divorce pour cause, citant non seulement l'adultère, qui était déjà une preuve irréfutable, mais aussi le tort moral et à la réputation causé par les activités criminelles de Ravière.
Le scandale du plagiat et du vol d'art était désormais public, et aucun juge ne pouvait l'ignorer. Son avocat, un homme pragmatique, lui conseilla de ne pas résister, de ne pas essayer de réclamer un seul peso de ma fortune. Le faire aurait été un suicide légal et médiatique. En moins d'un mois, le marteau du juge tomba. J'étais légalement libre de lui. Mon nom, mon empire, n'était plus lié légalement à son nom sali. La deuxième offensive fut la plainte pour fraude civile. C'était la véritable œuvre maîtresse de Don Alejandro, une symphonie de précision juridique et de cruauté calculée. Nous ne demandions pas seulement la restitution de chaque centime que j'avais investi dans sa carrière artistique frauduleuse au fil des années, une somme qui atteignait plusieurs millions de dollars, mais nous ajoutions aussi une demande de dommages et intérêts pour souffrance émotionnelle. Notre principale preuve, l'arme nucléaire de notre arsenal, n'était pas le plagiat du tableau, mais l'enregistrement de la confession de Sofia. Dans la salle d'audience, lors d'une audience préliminaire, face à un juge visiblement fatigué par le scandale, l'avocat principal de l'équipe de Don Alejandro, un jeune et brillant plaideur, se leva. « Votre honneur, nous voulons être clairs, nous ne sommes pas ici seulement pour de l'argent. Nous sommes ici pour un acte de cruauté psychologique si profond et calculé qu'il défie la compréhension. » L'accusé, M. Javier Torres, et sa complice, Mademoiselle Sofia Riva, ont conspiré non seulement pour tromper ma cliente, mais pour le faire à un moment de sa plus grande vulnérabilité, immédiatement après la perte tragique de son enfant. Et non seulement cela, mais ils se sont moqués de sa douleur. Et nous avons la preuve, votre honneur, dans la propre voix de Mademoiselle Riva. Il présenta la transcription notariée de l'enregistrement. L'avocat de Javier, qui jusque-là avait gardé une façade confiante, pâlit visiblement. Il savait que tout jury qui entendrait cet enregistrement ne se contenterait pas de juger contre nous, mais le ferait avec un zèle punitif. L'affaire fut réglée à l'amiable hors des tribunaux en un temps record. Javier, pour éviter un procès public encore plus humiliant qu'il exposerait comme un monstre, accepta un accord qui le laissait dans une ruine totale. Il s'engagea à me payer une somme astronomique, une dette à vie que, grâce à la ruse légale de Don Alejandro, il ne pourrait éviter, même en déclarant faillite. La troisième et dernière offensive fut la plus subtile, peut-être la plus perverse. C'était une opération de précision chirurgicale entièrement dirigée contre Sofia. Don Alejandro déposa une plainte civile distincte contre elle pour interférence malveillante dans un contrat matrimonial et pour avoir infligé volontairement une détresse émotionnelle. Nous savions que, d'un point de vue strictement légal, la plainte était difficile à gagner au Mexique. Mais ce n'était jamais l'objectif. L'objectif, c'était le processus. L'objectif, c'était la torture bureaucratique. L'objectif, c'était de la forcer à engager des avocats coûteux qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'objectif, c'était de la soumettre à des dépositions interminables, à des interrogatoires humiliants, à la honte que sa confession enregistrée devienne un document public, faisant partie du dossier judiciaire accessible à n'importe quel journaliste. L'objectif, c'était de lui attacher une encre légale au cou, une encre qui la tirerait au fond de la boue pendant des années, consumant son temps, son énergie et toutes les ressources qu'elle pourrait essayer d'obtenir. La plainte ne cherchait pas de l'argent, elle cherchait son anéantissement social et financier. Chaque fois qu'elle demanderait un crédit, chaque fois qu'elle chercherait un emploi dans une entreprise sérieuse, une simple recherche dans les registres publics révélerait cette plainte. C'était une marque indélébile, une lettre écarlate légale que moi, avec l'aide de mon avocat, je lui avais imprimée sur le front pour toujours. Don Alejandro m'appela après avoir déposé la dernière plainte au tribunal. Sa voix était calme, satisfaite. C'est fait, Elena. Échec et mat. Ils n'ont plus de mouvement. Merci, Alejandro, répondis-je en sentant un vide étrange et profond. La guerre était terminée. J'avais gagné sur tous les fronts, mais la victoire me paraissait aussi silencieuse, aussi désolée que la suite de luxe dans laquelle je me trouvais, entouré d'un monde que j'avais conquis, mais complètement seul. La pression combinée de la ruine financière, de l'ostracisme social, du procès pénal imminent et de la torture légale devint insoutenable. Le système qui avait été ma famille s'effondra sur lui-même. Ce fut alors qu'ils demandèrent l'audience finale, non pas comme un défi, mais comme un acte de reddition. L'appel ne vint pas d'eux, mais de l'avocat de mes parents, une vieille connaissance de Don Alejandro. La réunion fut programmée sur le territoire de mon avocat, une salle de conférence aux 40 étages d'une tour sur Reforma, un espace neutre qui, pourtant, ressemblait écrasable à mon terrain de jeu. Je m'assis en bout de la grande table en acajou poli, avec Don Alejandro à ma droite et une équipe de ses jeunes avocats à ma gauche.
Je paraissais une impératrice présidant un conseil de guerre. De l'autre côté de la table s'assirent eux, mes parents, Ricardo et Martha, et une Sofia visiblement brisée. Ils semblaient bien plus âgés, ratatinés, dépouillés de toute leur ancienne arrogance. Leurs vêtements, bien que chers, pendaient sur leur corps comme s'ils ne leur appartenaient pas. Javier n'était pas présent. Son avocat pénal lui avait strictement interdit tout contact avec moi, craignant qu'il ne dise quelque chose qui l'incriminerait encore davantage. Le silence dans la salle était dense, lourd, seulement rompu par le bourdonnement de la climatisation. Ce fut mon père, Ricardo, qui finit par le rompre. Sa voix, un croassement rauque, dépourvu de toute son ancienne autorité pompeuse. « Elena, s'il te plaît, supplia-t-il, ses yeux évitant les miens, fixés sur un point de la table. Arrête, tu as déjà gagné. Nous avons tout perdu. Que veux-tu de plus de nous? Je levai lentement les yeux des documents que je faisais semblant de lire et les regardai, l'un après l'autre. Je vis la peur à nu dans les yeux de mon père. Je vis l'humiliation amère et rancunière sur le visage de ma mère. Et dans les yeux de Sofia, je vis quelque chose qui me surprit. Pas seulement de la haine, mais un vide terrifiant, le regard de quelqu'un à qui l'on a arraché l'âme. « Je ne veux rien de vous », répondis-je. Ma voix, aussi calme et froide que le marbre de la table. Le calme de mon ton les désarma plus que n'importe quel cri. « Je ne veux pas de votre argent, parce qu'il n'a jamais été le vôtre. Je ne veux pas de vos remords, parce que je sais qu'ils ne sont pas sincères. Vous n'avez que peur des conséquences. La seule chose que je veux, c'est la paix. Je veux fermer à jamais ce chapitre pourri de ma vie. » Alors pourquoi la plainte contre Sofia, hurla ma mère, perdant enfin le contrôle. Tu l'as détruit. C'est ta sœur, ton sang. Elle a détruit la possibilité de mon enfant, répliquai-je, ma voix descendant en un murmure glacé qui sembla faire chuter la température de la pièce. Elle a dansé sur sa tombe inexistante. D'un point de vue karmique, cela me paraît un échange assez juste. Don Alejandro s'éclaircit la gorge, un signal pour que la comédie cesse et que les affaires commencent. Il prit les commandes avec l'autorité d'un chirurgien prêt à opérer. Mes clients sont disposés à envisager le retrait de la plainte civile contre mademoiselle Riva, ce qui lui permettrait effectivement d'essayer de reconstruire sa vie, à certaines conditions non négociables. Ils se penchèrent en avant, un mouvement collectif de désespoir, comme des naufragés s'agrippant à une planche. Premièrement, poursuivit Don Alejandro en faisant glisser un épais document relié cuir sur la table. Vous signerez cette confession notariale et sous serment. Elle détaille tous les faits, la relation adultère, l'utilisation abusive des fonds de ma cliente pendant des années, et elle inclut une transcription complète et vérifiée de la conversation téléphonique entre Madame Elena et Mademoiselle Sofia. Ce document ne sera pas rendu public pour l'instant, il restera dans nos archives privées. C'est une assurance de bonne conduite à perpétuité. Deuxièmement, il fit glisser un autre document. Vous renoncerez légalement, inconditionnellement et irrévocablement à tout droit présent ou futur sur l'héritage de la famille Riva. Cela inclut la maison de vos grands-parents à San Miguel de Allende, les quelques actions qui restent et tout autre actif, si minime soit-il. Ce ne sera pas cédé à Elena, bien sûr. Ce sera cédé en totalité à une organisation caritative qui soutient les victimes de fraude, une organisation choisie personnellement par ma cliente. Mes parents me regardèrent avec un effroi absolu. L'héritage, bien que modeste comparé à ma fortune, était leur dernier vestige de fierté, leur lien avec un passé de respectabilité. Je leur demandais d'effacer leur propre legs. Troisièmement et enfin, dit Don Alejandro, sa voix désormais dure comme le granit. Plus jamais, en aucune circonstance, vous ne contacterez Madame Elena Riva, ni directement, ni indirectement. Aucun appel, aucun courrier, aucun message par des tiers. Vous disparaîtrez de sa vie. Toute tentative, aussi subtile soit-elle, sera considérée comme une violation de cet accord et la plainte contre Sofia sera immédiatement réactivée, avec la confession notariale comme preuve principale lors d'un procès public. Est-ce clair? C'était une reddition inconditionnelle. Je leur demandais de s'effacer de ma vie en échange du salut de leur fille préférée. Ils se regardèrent, une conversation silencieuse et désespérée. Je vis le combat sur leur visage, l'agonie du choix. Mais au final, comme toujours, l'instinct de protéger Sofia, l'enfant doré, la favorite, l'emporta. Mon père, d'une main tremblante qui trahissait son âge et sa défaite, prit le stylo. Ils signèrent, un par un. Ils signèrent leur propre anéantissement,
leur exil auto-imposé. Quand la dernière signature fut sèche, je me levai. Nous en avons terminé ici. Je marchai vers la porte, mes pas résonnant dans le silence de la salle. Je ne me retournai pas. Je ne ressentais ni triomphe, ni joie, ni même satisfaction. Je ressentais le vide profond et net d'un champ de bataille après la chute du dernier soldat ennemi. La guerre était terminée et j'étais la seule à rester debout. 6 mois passèrent, 6 mois durant lesquels le monde, mon monde, commença lentement à se réordonner. Le silence de ma famille fut absolu, comme je l'avais exigé. Ravière fut condamné à 3 ans de prison pour fraude, une peine étonnamment légère qu'il obtint grâce à un bon avocat et à un système judiciaire souvent indulgent avec les criminels en col blanc. Un petit article parut dans la rubrique « Société » relatant sa disgrâce. Ce fut le point final de son histoire publique. Mes parents, comme je l'appris par don Alejandro, vendirent leur maison sur les collines et déménagèrent dans un appartement discret et anonyme dans la Colonia del Val, vivant de leurs économies déclinantes, effectivement effacées de la carte sociale qu'ils valorisaient tant. La guerre, semblait-il, était finie. Les armes s'étaient tues. J'avais commencé le difficile processus de reconstruction, non pas de mon empire, il était plus fort que jamais, mais de moi-même. Je vendis la maison des collines, incapable d'en purifier les murs des fantômes de la trahison. Je commençais à concevoir mon nouveau foyer, non pas une maison, mais une forteresse, un sanctuaire de verre et d'acier sur une falaise reculée de la côte d'Oaxaca, un endroit où le seul son serait celui de l'océan se brisant sur les rochers. Le travail était ma thérapie, les lignes pures, les structures audacieuses, les calculs précis étaient ma seule forme de prière. Je créais un espace où aucun souvenir douloureux ne pourrait pénétrer. Un jour, tandis que je révisais les plans dans mon bureau temporaire, Isabelle entra avec un dossier mince. Son visage était impassible, comme toujours, mais il y avait une lueur dans ses yeux qui indiquait que l'information qu'elle apportait était significative. Madame, une petite mise à jour qui pourrait vous intéresser. Le dernier bout qui dépassait. À l'intérieur du dossier se trouvait un rapport d'un détective privé que je gardais sur la liste de paix, un homme discret et efficace, chargé de s'assurer qu'il n'y aurait pas de surprise. Le rapport était bref. Il indiquait que Sofia, après des mois de chômage, rejetée par tous ceux qui autrefois la flattaient, avait finalement trouvé un emploi. L'ironie était si grotesque, si poétiquement cruelle, que je dus relire la ligne 2 fois pour être sûr que ce n'était pas une hallucination. Elle avait obtenu un poste modeste de réceptionniste dans l'une des cliniques de fertilité les plus prestigieuses et exclusives de Mexico, une clinique à Santa Fe, une clinique de fertilité, un lieu d'espoir, de rêve, de science et de miracle pour des femmes qui désiraient désespérément ce qu'elle m'avait arraché et dont elle s'était en moquée. Pendant un instant, un long instant, j'envisageais de laisser passer. La bataille était terminée. L'accord était signé. Elle était brisée, humiliée, travaillant pour un salaire minimum dans un poste sans avenir. N'était-ce pas suffisant? Ne méritais-je pas enfin la paix, celle de laisser le passé derrière moi? Mais alors, comme un écho coincé dans ma mémoire, j'entendis sa voix sur l'enregistrement, aussi claire que si elle murmurait à mon oreille. La nature est sage. Parfois elle se débarrasse simplement des erreurs. Non, la guerre n'était pas finie. Il manquait le coup final. Le coup de grâce. La dernière coupure nette et précise pour s'assurer que la bête blessée ne puisse jamais se relever. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'un ordre cosmique. Il s'agissait de cohérence dans l'univers. Une personne avec une âme si sombre ne pouvait pas travailler dans un lieu rempli de lumière et d'espoir. C'était une profanation. Ce même après-midi, depuis une adresse mail anonyme et cryptée créée pour ce seul but, j'envoyais un paquet numérique. Le destinataire était le docteur Moral, le directeur général et fondateur de la clinique. Un homme connu dans le milieu pour son éthique irréprochable et sa profonde dévotion à ses patientes. Le mail ne contenait ni menaces, ni accusations, ni explications. Seulement un fichier audio MP3 et une seule ligne de texte. Objet, pour votre considération. Cher docteur Moral. Vous trouverez ci-joint un fichier audio qui pourrait être pertinent pour l'évaluation du personnel qui interagit avec vos patientes dans des moments de grande vulnérabilité. C'est la voix de votre nouvelle réceptionniste, Mademoiselle Sofia Riva, discutant de son point de vue sur la sagesse de la nature concernant la perte d'une grossesse. Sincèrement? Une patiente reconnaissante. Il n'y eut pas de réponse. Je n'en avais pas besoin, je ne l'attendais pas. 2 jours plus tard, le rapport final de l'enquêteur arriva sur mon bureau.
C'était une seule ligne. Sujet, Sofia Riva. Statut professionnel, terminé. Raison officielle, non alignée avec les valeurs fondamentales et la mission de compassion de l'entreprise. Là, oui, c'était fini. Je ne leur avais laissé pas une seule pierre sur laquelle reconstruire. Je ne leur avais pas seulement pris l'argent, le statut et la famille. Je leur avais enlevé la capacité même de recommencer. Je leur avais retiré l'avenir. C'était une vengeance totale, absolue, architecturale. Une terre brûlée d'où rien ne repousserait jamais. Et dans le silence de cette victoire finale, je me demandais si l'architecte de la destruction pouvait un jour reconstruire quelque chose qui abriterait non seulement son corps, mais aussi son âme. Un an plus tard, le vent du Pacifique, chargé de sel et d'histoires venues de loin, frappait les grandes baies vitrées de ma maison. Mais à l'intérieur, le silence était absolu, un silence conçu, choisi. Ma nouvelle demeure, le « Nid de l'Aigle », comme l'appellent les habitants, est une œuvre maîtresse de minimalisme brutaliste. Une structure de béton apparent, d'acier et de verre, semblant jaillir de la falaise même à laquelle elle s'accroche. C'est une forteresse, oui, mais aussi un sanctuaire. Elle est conçue pour résister à toutes les tempêtes, celles qui viennent de l'océan comme celles qui parfois menacent de surgir de l'intérieur. Je suis plus riche, plus puissante et plus influente que jamais. Mon entreprise, Riba Architecto, s'est étendue en Asie et au Moyen-Orient, construisant des gratte-ciel qui redessinent les horizons de villes lointaines. Mon nom n'est plus seulement celui d'une architecte, c'est une marque, synonyme d'innovation, d'audace et de perfection implacable. Je dirige ma fondation, Cimiento de Hierro, avec la même efficacité impitoyable que je dirige mon entreprise. Ce n'est pas une œuvre caritative offrant des miettes et de la compassion. C'est un fonds de guerre légal et financier. Nous offrons des subventions, les meilleurs conseils juridiques et une protection stratégique aux femmes entrepreneuses trahies, escroquées ou sabotées par leurs conjoints ou leur famille. Chaque mois, une partie du paiement de la dette que Ravière m'envoie depuis sa prison à un goutte-à-goutte constant et humiliant finance la défense d'une autre femme, l'aidant à bâtir sa propre forteresse. C'est un cycle de justice perversément poétique, une machine qui transforme le poison en antidote. Dont Alejandro me rend parfois visite. C'est le seul fantôme de mon passé à qui je permets l'entrée. Il est plus vieux maintenant, plus lent, mais ses yeux sont aussi perçants qu'avant. Aujourd'hui, il est assis en face de moi sur la terrasse suspendue au-dessus du vide, regardant l'océan orageux qui reflète le ciel gris. « Mais est-ce que ça en valait la peine, Elena ?» demande-t-il, sa voix douce, presque portée par le vent. « Tu as tout gagné, mais tu as perdu une famille. » Je détourne les yeux de la mer et je le regarde. Mon visage, je le sais, est un masque serein, poli par le temps et la douleur jusqu'à briller comme le marbre froid. Il n'y a plus de tempête dans mes yeux, seulement la profonde et vaste tranquillité de l'océan après la bataille. La famille que j'avais, Alejandro, répondis-je d'une voix calme, sans l'ombre d'un doute, était un fondement pourri, une structure conçue pour me parasiter, pour me maintenir attaché à leurs besoins. On ne peut pas construire un gratte-ciel sur un marécage. Parfois, pour bâtir quelque chose d'éternel, quelque chose qui t'appartienne vraiment, il faut d'abord tout brûler jusqu'aux fondations. Je n'ai rien perdu, cher ami. Je me suis libéré. Il hoche lentement la tête, un sourire triste mais compréhensif sur les lèvres. Il sait que la femme qu'il a connue, la jeune passionnée et vulnérable, n'existe plus. Elle est partie, consumée dans le feu de la trahison, et de ses cendres est née cette nouvelle entité, cette force de la nature. Quand il part, je reste seul sur la terrasse, le vent fouettant mes cheveux, désormais striés de mèches argentées que je ne cherche pas à cacher. Le soleil se couche, teintant le ciel de couleurs violentes et magnifiques orange, pourpre, rouge comme un hématome glorieux à l'horizon. Je ne me sens pas seul. La solitude implique un manque, une absence. Et je ne manque de rien. Je suis complète. Je suis un système fermé, une équation parfaitement équilibrée. La caméra imaginaire de ma vie s'éloigne, me montrant comme une figure solitaire et puissante, une silhouette noire contre la toile dramatique du ciel et de la mer. Une reine dans sa forteresse de glace, observant le monde qui autrefois l'avait blessée et qu'à présent elle domine. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis pas une victime. Peut-être ne suis-je même plus la femme que j'étais. Je suis une architecte. Et j'ai construit moi-même mon œuvre maîtresse finale. Et la question finale reste suspendue dans l'air salé. Une question non pas pour moi, mais pour le monde. Pour le public qui écoute cette histoire dans l'ombre. Ont-ils été témoins d'un acte de justice épique et nécessaire?
Ou de la naissance terrifiante et magnifique d'une villa?